Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui ça va être une uchronie, c'est-à-dire enfin ma deuxième uchronie de ma chaîne YouTube. Vous vous rappelez, il y a 1 an et demi j'avais fait une uchronie sur la Seconde Guerre mondiale où j'abordais si l'Allemagne d'Hitler avait gagné la Seconde Guerre mondiale et les conséquences que ça aurait eu dans le monde pour la suite de l'Uchronie. Au passage, cette Uchronie d'il y a 1 an et demi en 2021, en avril 2021 plus précisément, a été plutôt bien accueillie. Je remercie au passage les commentaires, les gens qui ont visionné plutôt la vidéo et qui ont aimé la vidéo, ça fait super plaisir. Merci pour vos messages aussi, et merci aussi de vos conseils qui m'ont permis pour la suite. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une uchronie, toujours dans le XXe siècle. Nous allons aborder un autre conflit du XXe siècle qui a marqué le Moyen-Orient et le monde, à savoir la guerre Iran-Irak qui avait opposé durant 8 ans l'Irak de Saddam Hussein sous le parti basse, et ainsi que l'Iran de Khomeini de la République islamique. Donc ainsi nous allons aborder dans un premier temps le contexte historique et la réalité un petit peu pour comprendre le contexte de ce conflit, et ainsi nous allons aborder en deux parties l'Uchronie, où on va voir qu'est-ce que serait-il passé si l'Irak de Saddam Hussein avait gagné la guerre Iran-Irak. Comme vous le savez, il n'y a pas eu de vainqueur dans ce conflit dans la réalité. Et ainsi, nous allons aborder une uchronie où Saddam Hussein gagne cette guerre, et nous allons voir en deux parties le cas de l'Iran, et ainsi que le cas de l'Irak. Bon visionnage. Tout d'abord, dans les années 70, les relations entre l'Irak et l'Iran se détérioraient au cours de la décennie pour des raisons territoriales, politiques et idéologiques. D'abord en Irak, depuis 1968, le parti basse est au pouvoir à la suite d'un coup d'État. Le 17 juillet spécifiquement, pour être plus précis, mené par Ahmed Hassan al-Bakr, le cousin de Saddam Hussein, tous les deux membres du parti basse. Et ce coup d'État était contre le président Abdulrahman Arif, qui dirigeait le pays du poignet de fer entre 1963 et 1968. Al-Bakr devient ainsi le président du pays, tandis que son cousin Saddam Hussein était devenu le vice-président entre 1968 et 1979. Tandis que le voisin iranien qui est l'enjeu du conflit était une monarchie sous le règne du Shah Mohammad Reza Pahlavi, de la dynastie des Pahlavis qui ont dirigé le pays entre 1925 et 1979. C'était une monarchie plutôt pro-occidentale, notamment dans le contexte de la guerre froide, et ainsi que laïque et séculier sur le point de vue religion en fait. Et là je vais faire une petite parenthèse importante sur le parti basse. Qu'est-ce que le parti basse pour comprendre la suite de la vidéo? Tout d'abord, le parti basse est un parti qui a été fondé en 1947, soit 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, par Michel Aflaq, un Syrien de confession chrétienne orthodoxe, et ainsi que son collègue Salahuddin Bitar, qui lui était aussi syrien mais musulman sunnite. D'ailleurs, petite anecdote, tous les deux étaient des anciens étudiants de la Sorbonne, et ont fait leurs études à l'université de la Sorbonne. Le baasisme, qui est la doctrine idéologique du parti, se repose principalement sur 3 piliers, à savoir le panarabisme, le socialisme arabe, ainsi que la laïcité. Concernant le panarabisme, qui est un élément fondamental du parti, en gros c'est une idéologie pan-nationaliste qui a pour objectif de réunir tous les peuples arabes ou arabophones, entre guillemets, pour les unifier au sein d'une grande nation arabe qui irait géographiquement de l'Atlantique, en gros du Maroc, on va dire de Casablanca, jusqu'au fleuve du Tir. Les raisons de la détérioration des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Irak s'expliquent pour plusieurs raisons. D'abord pour des raisons politiques. L'Irak a été confronté à 2 insurrections menées par les Kurdes, une minorité qu'il y a au sein de l'Irak, qui sont des peuples indo-européens, mais musulmans sunnites pour une grande majorité. Ça c'était un petit point vite fait. Je rappelle, petit point démographique important, que l'Irak est composé démographiquement de 3 communautés principales. D'abord les Arabes chiites, de confession chiite, concentrés principalement dans le sud de l'Irak, et qui sont majoritaires dans le pays. Ensuite, nous avons les Arabes sunnites, concentrés dans le sud, et au centre de l'Irak, dont Al-Bakr et son cousin Saddam Hussein sont issus, et vont mener d'ailleurs une politique un petit peu aristocratique, vu que c'est une minorité qui va diriger une majorité. Et enfin les Kurdes, qui, comme j'ai dit, peuple indo-européen et confession sunnite, qui sont, on va dire, laissés à l'abandon, voire persécutés et soumis à l'assimilation par la doctrine du parti basse. Et donc, ils subissent le processus d'arabisation.
Mais ce n'est pas le débat. Concernant les insurrections, notons d'abord qu'il y a eu, dans les années 70, qui a conduit à pousser le gouvernement bassiste dans les années 70, en 1970, pardon, d'accorder aux Kurdes une autonomie à leur région au nord, exprès pour créer une entente et assouplir comment dire, les tensions entre les Kurdes et les Arabes, et le gouvernement bassiste. De 1974 à 1975, nous avons une deuxième insurrection des Kurdes. Et il faut savoir que l'État impérial d'Iran, sous Mohammad Reza Pahlavi, du coup, a apporté leur soutien aux rebelles kurdes, ce qui va détériorer les relations. Mais la raison la plus importante des détérioration des relations et l'enjeu aussi du conflit sont territoriales. En effet, il y avait un différend sur la frontière irako-iranienne au niveau du Chat el-Arab, qui est une confluence qui fait la rencontre de l'Euphrate et le Tigre que vous connaissez. Et le Chat el-Arab se jette dans le Golfe Persique. C'est une confluence qui réunit du coup l'Euphrate et le Tigre. Et du coup, il y a des tensions par rapport à comment ils allaient définir la frontière entre l'Irak et l'Iran par rapport au Chat el-Arab jusqu'à le Golfe Persique. Et ainsi, il y a eu une tentative, comment ça s'appelle, d'assouplir, on va dire aussi, les tensions. Et aussi, il faut noter qu'il y a aussi une revendication irakienne sur la province du Khouzestan. C'est une province riche en pétrole, pardon, et majoritairement arabe, dans un pays perse. Et donc, du coup, il y a une volonté de l'Irak de Saddam Hussein d'annexer cette province et de la rattacher à l'Irak pour des raisons idéologiques et ethniques. Et tous ces réseaux politiques et territoriaux ont abouti en 1975, à savoir les accords d'Alger, avec pour médiateur le président algérien de l'époque, Ouari Boumedienne. L'accord avait pour but de régler les différends diplomatiques entre l'Iran et l'Irak. En échange de la fin des revendications sur le Khouzestan par l'Irak, l'Iran cesserait de soutenir la rébellion kurde. Cependant, l'Iran place sa frontière sur le Chat el-Arab. En fait, ce qui ne plaît pas du tout à l'Irak de Saddam Hussein. Saddam Hussein a l'impression de se faire couillonner, en gros. Cependant, cet accord permet à l'Irak d'écraser la rébellion kurde. Ça, c'est un petit peu le positif pour l'Irak en particulier, vu qu'ils vont réussir à mettre fin du coup à la rébellion kurde. Enfin, et dernière raison qui sera la goutte de trop pour Saddam Hussein, en fait ce qui va aboutir à la guerre en Irak et ce qui va encore plus aggraver les relations parce que pour les accords d'Alger vont en fait pratiquement mener à rien en soi, ça va pas régler les différends entre l'Irak et l'Iran, puisqu'en 1979 il se passe deux événements en Irak et en Iran. D'abord en Irak. El-Bakr démissionne pour laisser Saddam Hussein prendre sa succession, tant il a une énorme influence dans le régime et un charisme important. Ainsi, Saddam devient le nouveau président de l'Irak en 1979 au sein du parti Baas. Et Al-Bakr avait donné sa démission en fait cette année-là. D'ailleurs, il avait même annoncé à la télé pour des raisons de santé. C'est officiellement. Officieusement, c'est surtout parce que Saddam avait beaucoup d'ampleur, comme je l'ai dit. Par contre, la même année, l'Iran connaît une révolution islamique menée par l'ayatollah Khomeini, qui met fin à la monarchie du Shah d'Iran et qui s'exile, ainsi que la mise en place d'une république islamique. Khomeini, dans une logique pan-islamiste et en tant que chiite, avait appelé à tous les chiites du monde musulman, y compris ceux d'Irak qui sont majoritaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, à se rebeller et à faire eux aussi une révolution islamique. Ça va aussi créer aussi des tensions parmi les minorités chiites qui sont présentes dans d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, etc. Bref, ce n'est pas le sujet. Et du coup, voilà. Pour Khomeini, le régime laïque de Saddam Hussein doit être renversé. Et même, il va jusqu'à même appeler à la mort de Saddam Hussein. Et cette provocation ne plaît pas du tout à Saddam Hussein. Et ce qui va aboutir, du coup, à cette date mythique du 22 septembre 1980, à l'invasion en fait de l'Iran par l'Irak en fait. Une invasion militaire menée par l'Irak de Saddam Hussein. Il faut savoir que ce conflit a duré 8 ans, 2 fois plus que la Première Guerre mondiale, et elle a provoqué la mort à la fois militaire et civile d'une centaine, voire de plus de millions de morts. Millions de morts, c'est énorme. Et aussi, en parlant de la Première Guerre mondiale, cette guerre peut être comparée avec la Première Guerre mondiale, tout simplement parce qu'en fait, la guerre Iran-Irak, c'est surtout une guerre de tranchées en fait, tout simplement. Et en fait, sauf que du coup, elle va durer 2 fois plus longtemps que la Première Guerre mondiale, mais sur l'aspect militaire, tactique et stratégique, ça va être une guerre de tranchées comme la Première Guerre mondiale. Et aussi, il faut savoir que cette guerre n'aboutit à aucun vainqueur. Elle va juste affaiblir économiquement, militairement les deux pays, et surtout l'Irak, vu qu'il va être endetté par rapport au pétrole, etc. Bon, la suite, vous la connaissez, je ne vais pas trop rentrer dans le détail.
Il y a l'invasion du Koweït en août 90, la guerre du Golfe et la coalition menée par les États-Unis en 1991, l'embargo sur l'Irak, puis l'Irak qui va être placé parmi l'axe du mal par les Américains, puis ensuite la guerre d'Irak de 2003, Saddam est accusé par le George W. Bush Jr. De soutenir le terrorisme et ainsi à posséder des armes de destruction massive. Et enfin, chute du régime bassiste, capture de Saddam Hussein, procès de Saddam Hussein et enfin son exécution. Bref, je vais pas rentrer dans le sujet parce que c'est trop long. Et voilà, maintenant nous allons aborder que se serait-il passé si l'Irak de Saddam Hussein avait gagné la guerre contre l'Iran suite à l'invasion militaire. Cette histoire alternative prend place dès l'année 1988. En effet, dans cet univers iconique, l'Irak a réussi à prendre militairement et occuper toute la région du Khouzestan, avec les champs pétroliers qui sont présents et ainsi continuer l'offensive sur le territoire iranien. La morale des troupes iraniennes est au plus bas. Les champs de pétrole du Khouzestan qui sont tombés sous les troupes irakiennes. Et enfin, l'Iran est affaibli économiquement et militairement après les 8 ans de guerre, et finit par un armistice, et ainsi l'Irak sort victorieux de ce conflit. Or, un traité est organisé le 22 septembre 1988, pile 8 ans après la date de l'invasion irakienne de l'Iran. Le traité de paix a lieu dans la ville de Ahvaz, capitale de la province du Khouzestan. La province que j'avais abordée tout à l'heure, qui est majoritairement arabe. Et le traité de paix a lieu du coup dans cette province, avec dans un objectif aussi symbolique par rapport au baasisme et au panarabisme et de Saddam Hussein. Ce traité met en place de nouvelles frontières entre les deux pays, en plus d'un indemnité de guerre énorme pour l'Iran. Premièrement, Saddam Hussein annexe la région du Khouzestan, province iranienne majoritairement arabe, ainsi qu'une province pétrolière qui serait bénéfique pour l'Irak. La région est rattachée à l'Irak. Deuxièmement, une indemnité de guerre et des sanctions sont imposées à l'Iran, qui va en conséquence encore plus endetter, ainsi qu'affaiblir politiquement, économiquement et militairement parlant l'Iran. Troisièmement, l'Iran cesse de soutenir les rebelles kurdes en Irak, notamment par exemple plein d'organisations, dont le plus connu qui était le PDK, ou encore les Moudjahidines kurdes, ainsi que les islamistes chiites, dont le parti Dawa, un parti qui a été banni par Saddam Hussein, qui prônait un État islamique chiite régi par le Velayat Faqih et ainsi par la charia. Et donc du coup voulait un État islamique chiite au sein de l'Irak, un peu comme en Iran avec le régime islamique. Et Saddam Hussein ne voulait pas du tout ça, vu qu'il est laïque et lui-même issu de la minorité arabe sunnite. Pour le cas de l'Iran, les conséquences de ce traité sont très néfastes pour l'Iran. Le pays se retrouve affaibli par 8 ans de guerre, ainsi qu'endetté économiquement. Et enfin, en prend d'une instabilité forte et de dissensions politiques et ethniques au sein de la nation. À la suite de ce traité, très rapidement, le gouvernement de la République islamique est renversé. L'ayatollah Khomeini est arrêté, jugé pour responsable de la guerre, et ainsi pour les crimes qui ont été commis sous le régime, et donc exécuté en Iran. L'exécution de ce dernier est saluée par Saddam Hussein qui voyait en Khomeini comme une grande menace de son pouvoir. Parmi l'opposition sur la République islamique en Iran, parmi eux l'OMPI, en gros l'organisation Moudjahidine du peuple d'Iran, est un mouvement d'idéologie socialiste islamique, à ne pas confondre avec le socialisme arabe, qui sont deux choses distinctement différentes. Cela combine le socialisme avec l'islam, chiite pour le cas de l'Iran. Durant la guerre Iran-Irak, ce mouvement avait soutenu ouvertement l'Irak baassiste. Dans la réalité, le chef du mouvement, à savoir Massoud Rajavi, entretenait de bonnes relations avec le dirigeant irakien, et s'était même exilé en Irak, et par ailleurs, dans la réalité, il a disparu en 2003 après l'invasion des États-Unis. On n'a jamais retrouvé son corps, et aujourd'hui le mouvement est dirigé par sa femme, Mariam Rajavi. Dans ce scénario, après la chute du régime islamique, il est probable qu'une république populaire et socialiste soit formée et proclamée. Et il est probable que le dirigeant soit Massoud Rajavi, qui forme un gouvernement qui se repose du coup sur le socialisme islamique, le nationalisme iranien, et ainsi que
du coup une sécularisation tout petit peu de l'Iran. Sa pensée socialiste est faire rapprocher diplomatiquement le régime iranien avec celui de l'Irak, mais les relations entre l'Iran et l'Irak restent gelées entre les deux. Cependant, il ne faut pas confondre socialisme arabe et socialisme islamique comme je l'ai dit précédemment, vu que c'est deux choses différentes. L'Irak de Saddam Hussein par rapport au parti basse, c'est le socialisme arabe, qui a été prôné par la doctrine de Michel Aflaq et de Salahuddin Bitar. Tandis que le socialisme islamique, c'est justement une idéologie qui cette fois prône, qui essaie de combiner le socialisme, voire le marxisme pour les plus radicaux, avec l'islam. Notamment parmi des nationalistes ou des chefs d'État socialistes islamiques, on en note plusieurs dans l'histoire, notamment par exemple Wahri Boumediene, Muammar al-Kadhafi par exemple, qui sont deux grandes icônes du socialisme islamique. Le socialisme arabe, c'est plutôt parmi les dirigeants baassistes ou encore de Nasser en Égypte à l'époque. Bref. Cependant, en 1989, le pays sombre dans le chaos et une guerre civile éclate en Iran. Il est probable que parmi les belligérants, nous avons d'un côté la République populaire d'Iran qui sera dirigée par Rajavi. De l'autre, nous aurons les oppositions, certains anciens partisans soit de la République islamique, malgré que Khomeini soit mort, soit par exemple de l'État impérial d'Iran avant 79, pourrait commencer une forme de révolution. Mais qui va aboutir à rien vu qu'il va être rapidement écrasé, et d'autant que parmi beaucoup de la population veulent pas d'un retour de ces deux régimes. Du coup, la révolte est vite écrasée. Et de plus, un autre belligérant, à savoir des rebelles, soit kurdes ou azéris, qui vont se rebeller pour obtenir leur indépendance. Les azéris vont réussir leur rébellion, ce qui va aboutir éventuellement à une hypothèse d'une indépendance d'une république d'Azerbaïdjan du sud, qui sera dans le nord de l'Iran, avec pour capitale Tabriz, une ville qui se retrouve dans le nord de l'Iran du coup. Les Kurdes, c'est plus compliqué. En effet, Saddam Hussein n'aurait pas supporté d'avoir à ses frontières un Kurdistan indépendant quand on sait la politique d'arabisation qu'il fait au sein de l'Irak. Donc du coup, il est probable que la rébellion continue comme dans la réalité avec l'Irak, mais en Iran. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, il y aura des troubles dans le Kurdistan iranien, et donc du coup, une rébellion qui continue au final. Et au final, la guerre civile pourrait s'achever vers 1993 à peu près. Et ce conflit va totalement déchirer l'Iran. Mais le régime de Massoud Rajavi a tenu bon, et donc du coup reste au pouvoir. Et au final, ce qu'on constate par rapport au cas de l'Iran, c'est que nous avons dans ce scénario uchronique un Iran affaibli économiquement, mais aussi militairement, qui a changé totalement de régime, et ainsi en proie de troubles ethniques ou politiques, avec en plus des pertes territoriales, dans le Khouzestan par exemple, et ainsi que le nord de l'Iran avec un indépendant de l'Azerbaïdjan du Sud. Pour le cas de l'Irak, Saddam Hussein ressort de ce conflit de 8 ans grandement victorieux, ce qui fait des énormes conséquences positives à la fois militaires, économiques, politiques et idéologiques. Premièrement, à l'issue de ce traité de paix, Saddam Hussein annexe la province du Khouzestan, que j'avais dit une province majoritairement arabe riche en pétrole. Du point de vue économique, cela va permettre à l'Irak de Saddam Hussein, au lendemain de la guerre, mener une croissance économique forte, contrairement à la réalité où elle était totalement endettée par rapport au pétrole emprunté au Koweït. D'abord, il faut savoir que le premier aspect à l'issue d'une victoire de l'Irak, c'est que la première conséquence, c'est que dans cette histoire uchronique, avec une victoire irakienne, la guerre du Golfe de 1990 à 91 n'a jamais eu lieu. Dans la réalité, Saddam Hussein devait au Koweït une dette énorme dont ce dernier était en incapacité de le payer, ce qui avait conduit en août 1990 de l'invasion du Koweït par l'Irak de Saddam Hussein, et donc qui a abouti à la guerre du Golfe, avec la coalition menée par les États-Unis en janvier 1991, avec les autres pays comme la France, l'Arabie Saoudite, le Royaume-Uni,
etc. Dans cette uchronie, l'Irak possédant cette province riche en pétrole, et donc du coup va aussi devenir, j'ai oublié de mentionner, mais une nation imposant au sein de l'OPEP, dont ils sont membres d'ailleurs, et même membres fondateurs. Cela ne va pas pourtant dire cependant que le Koweït n'échappera pas au viseur de Saddam. Pourquoi je dis ça? Parce que certes, dans la réalité, le Koweït, les raisons de l'invasion étaient surtout économiques par rapport à la dette de l'Irak, par rapport au pétrole du Koweït, emprunté au Koweït, pardon. Mais dans cette histoire chronique, idéologiquement parlant, cela va être la raison d'une éventuelle invasion du Koweït par l'Irak, à l'issue de cette guerre comme conséquence. Pourquoi? Car ces derniers, en particulier les baasistes et Saddam Hussein, et beaucoup de nationalistes irakiens, considèrent le Koweït comme une province nationale irakienne qui aurait été amputée par les Britanniques après la défaite ottomane lors de la Première Guerre mondiale face aux Alliés. Et ainsi, pour les baasistes, le Koweït serait un pays artificiel créé de toutes pièces par les Anglais, et que donc du coup doit être totalement rattaché, surtout que le Koweït est indépendant depuis 1961. Dans cette uchronie, l'Irak, beaucoup plus puissant militairement dans la région, n'aurait aucun souci à envahir le Koweït. Et qui ne sera pas, comme je l'ai dit, pour des raisons économiques, mais seulement pour des raisons idéologiques et nationales. Et donc du coup, Saddam Hussein va mener pourrait mener, à l'issue de cette guerre, une guerre contre le Koweït, dans une cause totalement nationale et baasiste. Ce qui conduit du coup à la chute du régime de l'émir Jaber, et ainsi l'annexion du Koweït par l'Irak au début des années 1990. Cependant, la différence avec la réalité, c'est que dans cette histoire chronique, les États-Unis d'Amérique ne réagissent pas. Car l'Irak est beaucoup plus puissante, et donc du coup aussi, officieusement, il faut savoir que dans cette uchronie, les Américains ne voudront pas intervenir dans une guerre entre dites peuples arabes. De plus, ce qui dit pas de guerre du Golfe dans ce scénario, dit aussi pas de coalition menée par les États-Unis, et veut dire aussi pas d'embargo mené contre l'Irak, qui avait eu lieu dans la réalité en 1990. Et donc du coup, cela va pas affaiblir économiquement l'Irak, et politiquement parlant, vu avec les rébellions kurdes, etc. Et donc du coup, dans cette histoire chronique, l'Irak ressort militairement et économiquement puissant, et avec une croissance économique forte, contrairement à la réalité. Sur l'aspect idéologique et national, dans le monde arabe, Saddam Hussein gagne un prestige et une influence dans tout le monde arabe. Ce dernier est vu comme le successeur de Nasser, Jamal Abdel Nasser, qui était le président de l'Égypte à la suite du coup d'État en Égypte de 1952 qu'il avait mené avec Mohamed Naguib, jusqu'à sa mort le 28 septembre 1970. En effet, depuis la défaite des pays arabes lors de la guerre des 6 jours, ainsi que la mort de Nasser, le panarabisme est tombé en déclin dans le monde arabe et laisse place donc à d'idéologies beaucoup plus fondamentalement religieux et conservateurs comme l'islamisme, notamment représenté avec surtout les frères musulmans qui avaient été fondés en 1928 par Hassan el-Banna, qui souhaite le rétablissement du califat qui avait été aboli par Atatürk en 1924, et donc du coup, il n'y a plus de califat dans le monde musulman, et les frères musulmans avaient pour objectif, dans une logique pan-islamiste, de restaurer le califat musulman pour toute la communauté des croyants, qu'on appelle la Oumma. Et après, parmi les plus radicaux, on a le wahhabisme et le salafisme, qui est prôné par l'Arabie Saoudite et qui soutient sa diffusion sous forme de prosélytisme dans le monde arabe, voire dans le monde musulman, si on parle aussi des pays musulmans non arabes. Et d'ailleurs, les non arabes musulmans sont majoritaires par rapport aux arabes quand on regarde démographiquement tous les musulmans dans le monde aujourd'hui. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut savoir aussi que par rapport au wahhabisme, parce que le wahhabisme avec l'Arabie Saoudite, il faut savoir que c'est une doctrine qui a été... C'est un mouvement qui avait été fondé au XVIIIe siècle par Abdel Wahhab suite à un pacte qu'il avait signé avec Saoud, et donc du coup qui a formé l'idéologie wahhabisme. Et qu'est-ce que le wahhabisme, qui est un petit peu en lien avec le salafisme? En fait, c'est revenir à la source de l'islam comme au temps du prophète. Et donc du coup, en fait, le wahhabisme, c'est une forme d'islam rigoriste, chose qui est rejetée par les panarabistes et les nationalistes arabes qui sont pour la plupart socialistes et surtout laïcs, c'est-à-dire la séparation de la religion avec l'État. Aussi, par rapport au déclin du panarabisme dans les années 70, et donc du coup la victoire dans un contexte de guerre froide arabe entre d'un côté panarabisme, socialisme et État laïque arabe, et pays arabes plutôt soit monarchie pro-occidentale
comme la Jordanie, le Maroc, etc., ou encore les régimes salafistes, Arabie Saoudite, etc. Donc du coup, c'est l'émergence de l'islamisme et donc une réislamisation des sociétés arabes. Or, la goutte d'eau, ça va être aussi surtout la reconnaissance officielle de l'État d'Israël par l'Égypte, sous le président Anwar el-Sadat, le successeur de Nasser. Et en plus, l'Égypte avait été, de ce fait de la reconnaissance d'Israël par l'Égypte, exclue de la Ligue arabe en 79. Le siège avait été déplacé du coup à Tunis. L'Irak voit dans cette victoire uchronique sur l'Iran l'opportunité de devenir une grande nation arabe qui aurait une influence, et ainsi Saddam verrait en l'Irak la nation qui réunifiera dans un rêve panarabiste toutes les nations arabes, et l'Irak deviendrait un pilier à la fois du monde arabe, mais aussi de l'idéologie bassiste et panarabiste, et aussi, enfin, du socialisme arabe, et enfin, et un petit peu de la laïcité. Et donc du coup, cela va gagner un énorme prestige de l'Irak dans le monde arabe. Et même cette idée de réunir toutes les grandes nations arabes par la nation qui est l'Irak, on pourrait faire le parallèle avec, comme au XIXe siècle, quand le royaume de Piémont-Sardaigne avait réunifié l'Italie, ou encore par exemple la réunification de l'Allemagne par la Prusse avec Bismarck. Du coup, Saddam Hussein se verrait comme le réunificateur du monde arabe, dans un rêve panarabiste qui pourrait, pour le destin du monde arabe, dans cette histoire chronique. À l'échelle nationale, Saddam Hussein, dans une optique baassiste, va amplifier encore plus le processus d'arabisation au sein de l'Irak, sur les minorités non arabes que j'avais parlé, dont les Kurdes surtout. Dans la réalité, Saddam Hussein faisait bombarder au gaz chimique, avec des armes chimiques plutôt, bref, notamment le plus meurtrier, à savoir l'opération Anfal en 1988, où on compte plus d'une centaine de milliers de morts kurdes, et dont la communauté internationale va le reprocher à Saddam, comme du coup, Saddam Hussein va être accusé de crimes contre l'humanité par rapport à cette opération, qui est considérée comme un génocide dans la réalité. Or, dans cette uchronie, le processus d'arabisation va être beaucoup plus amplifié envers les Kurdes, et donc du coup, il y a une volonté par le parti basse de faire une nation totalement arabe, à la fois ethnique et linguistiquement. Sur l'aspect diplomatique, l'Irak, dans une optique nationaliste arabe, verrait ses relations avec l'Arabie Saoudite se dégrader dans un contexte du guerre froide arabe que j'avais abordé tout à l'heure. Entre d'un côté les nationalistes arabes laïcs et socialistes, et de l'autre les mouvements islamistes ou encore salafistes, et ainsi que les monarchies pro-occidentales comme son voisin jordanien. L'Irak verrait éventuellement avec ses pays voisins les relations dégradées. Concernant la Syrie, dirigée depuis 1970 par Hafez al-Assad suite à un coup d'État et qui est membre du parti Baas, il faut savoir que le parti Baas était au pouvoir en Irak et en Syrie. En Syrie, c'est même toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs, dans notre réalité. Mais les deux pays ne s'entendent pas. Et en particulier, Saddam Hussein et Hafez al-Assad n'ont pas du tout de bonnes relations. En effet, pour deux raisons. Premièrement, pendant la guerre Iran-Irak, Hafez al-Assad, en tant que chiite alawite, que je vais aborder tout à l'heure, qu'est-ce que les alawites, a soutenu l'ayatollah Khomeini pendant cette guerre. Et réciproque, Khomeini avait soutenu Hafez al-Assad dans son insurrection des frères musulmans entre 1976 et 1982, qui avait abouti au massacre de Hama en février 1982, qui est tristement célèbre. Et donc du coup, le soutien de la Syrie et l'Iran était réciproque. Guerre Iran-Irak, insurrection des frères musulmans. Mais je vais pas aborder plus que ça les frères musulmans, l'insurrection en Syrie, car ce n'est pas le sujet. Aussi, il faut savoir que le baasisme s'est scindé en deux dans les années 60-70. C'est une petite parenthèse importante pour comprendre les dissensions entre Assad et Saddam. C'est que il y a eu deux mouvements, le néo-baas syrien et le néo-baas irakien. Le baasisme, c'est comme j'ai dit, c'est scindé en deux. Le baasisme syrien, et en particulier sous le culte de la personnalité de Hafez al-Assad, le président syrien, c'est surtout ancré plutôt dans un nationalisme syrien, contrairement à la doctrine officielle du baasisme de Aflaq. Certes, il y a la laïcité qui est toujours respectée, mais il y a une forme d'alawitisation de la société, de la société syrienne, de la bureaucratie syrienne et même de l'armée. En effet, Assad est issu de la minorité alawite. Les alaouites, en fait, c'est une minorité chiite qu'on trouve en Syrie, autour de la région, en particulier de Latakia, vers la mer Méditerranée, comme vous pouvez le voir sur la carte à l'écran. Et donc, du coup,
Hafez al-Assad issu de cette minorité, et même son fils Bachar, qui est président actuel dans notre réalité, en fait, Assad va favoriser à fond cette minorité. Ce qui n'est pas du tout bien vu par les fondateurs et les nationalistes penseurs du baasisme, comme Michel Aflaq, qui dans la réalité s'est exilé en Irak, Salahuddin Bitar, qui est lui sunnite, ou encore Zaki al-Arzouzi, que j'ai pas abordé tout dans la vidéo, mais qui lui-même est un penseur baasiste, qui lui-même alaouite, qui va rejeter justement la politique menée intérieure en Syrie. Et même ces trois-là, y compris aussi Saddam Hussein, vont aussi considérer Hafez al-Assad comme un faux baasiste et un faux nationaliste. Tandis que le Baas irakien se repose est beaucoup plus fidèle. Ce qui est pas, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'Aflaq s'était réfugié en Irak et avait de bonnes relations avec Saddam, vu que le Baas irakien est beaucoup plus fidèle à la doctrine baasiste. Il se repose sur le socialisme arabe, sur la laïcité, ainsi que le panarabisme, mais avec une touche un peu de nationalisme irakien à la sauce, puisque faut savoir que dans la propagande de Saddam Hussein considérait les Babyloniens, que vous connaissez, avec leur civilisation en Mésopotamie, bref, Saddam Hussein considérait les Babyloniens comme les ancêtres des Arabes, et donc se revendique de l'héritage de la civilisation babylonienne en Mésopotamie. En fait, il y a une forme comme Saddam Hussein se voit dans la nation irakienne un héritage de la civilisation babylonienne. Et donc veut créer ce nationalisme arabe et irakien autour de cette civilisation-là. Il y a un héritage exprès au sein du parti Baas en Irak. Et aussi, le parti Baas en Irak est vu comme... et pourrait être, par certains détracteurs du parti Baas, pourrait être vu comme fasciste ou par exemple raciste. Notamment concernant les Kurdes, les Iraniens ou encore Israël. Mais ça, c'est un petit point vite fait. Or, faut savoir aussi que une autre conséquence, mais qui est beaucoup plus, on va dire, par rapport à la Syrie et l'Irak, c'est que du coup, toutes ces raisons pourraient aboutir à un conflit plus tard entre la Syrie et l'Irak. Ce n'est qu'une supposition, mais ce n'est qu'une supposition puisque il pourrait y avoir une escalade entre la Syrie et l'Irak par rapport à ces deux raisons. Toujours dans les relations diplomatiques, non plus cette fois à l'échelle régionale comme on l'a vu précédemment avec les voisins de l'Irak de Saddam Hussein, mais cette fois à l'échelle mondiale, dans un contexte de fin de guerre froide entre les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique. D'ailleurs, petit passage, dans mon uchronie comme dans la réalité, l'URSS chutera en 91 dans cette histoire alternative comme dans la réalité, avec ainsi la chute du bloc de l'Est. Les relations diplomatiques entre les États-Unis d'Amérique et l'Irak dans cette histoire alternative sont beaucoup moins dégradantes. Cependant, les relations vont se geler au fil du temps dans un contexte où l'Irak de Saddam Hussein gagnerait la guerre Iran-Irak dans cette uchronie. En effet, les États-Unis d'Amérique auraient un mal à voir justement dans un Moyen-Orient qui serait déséquilibré avec une Irak de baasiste puissante dans la région. Et ainsi, dans l'intérêt économique, à savoir le pétrole, ou encore militaire avec l'hyperpuissance, la puissance prestigiante de Saddam Hussein au Moyen-Orient, les États-Unis d'Amérique verraient un mal à une Irak plutôt belliciste, militairement, et ainsi que l'Irak qui deviendrait une puissance économique régionale au Moyen-Orient en contrôlant notamment le pétrole dans le Khouzestan, et ainsi devenir une grande puissance pétrolière dans la région, et aussi dans l'OPEP. De plus, concernant son allié au Moyen-Orient des États-Unis, à savoir l'État d'Israël, par ailleurs, il faut noter aussi que les relations entre Israël et l'Irak de Saddam Hussein vont encore plus se détériorer, en effet, dans un contexte aussi de panarabisme aussi, et aussi par rapport à l'idéologie basse. L'Irak de Saddam Hussein, qui avait aussi de bonnes relations avec l'OLP dirigé par Yasser Arafat à l'époque, et Yasser Arafat a été un énorme soutien aussi de Saddam Hussein, comme dans la guerre du Golfe par exemple. L'Irak de Saddam Hussein pourrait jouer un rôle clé dans le conflit israélo-palestinien, et ainsi soutenir activement à fond des groupes palestiniens comme le Fatah, ou encore le Front populaire de la libération de Palestine, qui est une organisation politique marxiste et maoïste palestinien.
et qui forment tous les deux l'OLP. Et ainsi, l'Irak de Saddam Hussein pourrait jouer un énorme poids dans le conflit israélo-palestinien en soutenant la Palestine. Et donc, du coup, ce qui pourrait créer d'énormes tensions à fond et éventuellement une escalade dans un contexte de guerre israélo-arabe entre l'État d'Israël et l'Irak de Saddam Hussein, qui serait vu, du coup, comme je l'ai dit précédemment, dans les conséquences idéologiques, comme le successeur de l'Égypte dans l'idéologie panarabiste. Et ainsi, éventuellement, dans le futur, dans le futur de cette histoire chronique, il pourrait y avoir cette fois un nouveau conflit israélo-arabe comme en 73 avec Kippour, mais cette fois-ci avec l'Irak de Saddam Hussein. Ou alors il pourrait y avoir éventuellement soit des bombardements qui pourraient être effectués par Israël dans soit des usines ou encore des potentielles productions d'armes atomiques, etc. Mais ce n'est que des suppositions. Mais en tout cas, les relations diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique et Israël vont quand même se détériorer, en particulier surtout Israël, qui verrait dans l'Irak de Saddam Hussein comme une grande menace dans le monde arabe et ainsi ainsi qu'au Moyen-Orient. Enfin, les relations avec l'Union soviétique. En effet, l'Irak bassiste plutôt, a été un allié historique de l'Union soviétique et que ça date depuis même les années 60. Dans un contexte de socialisme, vu que l'Irak bassiste est plutôt d'idéologie de socialisme arabe et l'Union soviétique marxiste, léniniste et communiste. Et ainsi, l'Irak entretenait de bonnes relations avec l'Union soviétique, tout comme la Syrie faisait de même sous Hafez al-Assad. Et ainsi, dans cette histoire chronique, l'URSS chute comme dans la réalité en 91, mais après, il n'y a pas plus de changement que ça que par rapport avec les relations avec les États-Unis d'Amérique. Et ainsi, l'Irak de Saddam Hussein pourrait être vu comme une grande menace au Moyen-Orient par l'Occident, en particulier Israël. Un point à noter d'ailleurs, c'est que dans un contexte où aussi, dans cette histoire chronique où l'Irak de Saddam Hussein n'est pas renversé en 2003 lors de la guerre d'Irak, lorsque George W. Bush avait envahi l'Irak de Saddam Hussein en 2003, dans un contexte de guerre contre le terrorisme. Dans cette histoire chronique, sans l'Irak renversé, il est probable que des organisations salafistes ou djihadistes n'émergent jamais, comme par exemple l'État islamique. Comme on l'a vu dans la réalité, la guerre d'Irak et du coup la chute du régime de Saddam Hussein, qui néanmoins tenait une stabilité politique et même idéologique au moins dans le Proche-Orient. Du coup, sans la chute de Saddam Hussein, il est probable qu'il n'y a pas l'émergence notamment d'Al-Qaïda en Irak qui était devenu par la suite dans la réalité l'État islamique. Et donc ainsi, il pourrait y avoir une stabilité beaucoup plus forte, notamment dans le Proche-Orient. Du coup, sans l'émergence des groupes salafistes ou djihadistes. Et enfin, pour conclure cette uchronie aussi, petite parenthèse par rapport à l'Iran et l'Irak, du coup, les deux pays, c'est que, comme je l'ai dit par rapport à l'Irak, c'est que certes, l'Irak sera beaucoup plus puissante que dans la réalité, mais par contre, nous avons un Iran totalement affaibli. Et donc, du coup, affaibli à la fois politiquement, économiquement, militairement, en plus de la guerre civile que j'ai abordée, et ainsi un Iran qui serait totalement déchiré et qui tomberait en déclin. Et qui a en plus vu un nouveau régime mis en place. Après, les relations entre l'Iran et l'Irak dans cette réalité chronique, comment aurait évolué? On peut faire des suppositions, des hypothèses. Vous pouvez même le faire aussi d'ailleurs dans les commentaires. D'ailleurs, en parlant de ça, vous pouvez dans les commentaires proposer votre version ou certaines hypothèses que vous pouvez penser par rapport à cette uchronie. Or, comment les relations pourraient évoluer? Est-ce que les relations pourraient s'améliorer, vu qu'on a deux régimes socialistes? Ou est-ce qu'au contraire, les relations vont rester gelées entre l'Irak de Saddam Hussein et l'Iran sous les Radjavis? Puisque, pour des raisons, on va dire, historiques, etc. Et du coup, un sentiment de revanche, etc. Ce n'est que des hypothèses ou des suppositions. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous tous d'avoir visionné la vidéo et cette uchronie. N'hésitez pas dans les commentaires à laisser un commentaire et aussi n'hésitez pas à proposer votre version dans les commentaires
du scénario ou alors proposer des hypothèses ou des suppositions, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir aussi. N'hésitez pas à suivre ma chaîne et ainsi être au courant de toutes les vidéos que je sortirai à l'avenir. Et ou même de prochaines uchronies. Et n'hésitez pas aussi à proposer d'idées de vidéos, ça fait comme pour le futur de la chaîne. Et enfin, je vous dis à bientôt, et portez-vous bien, et à la prochaine vidéo.